La familiarité du sujet de la psychologie la met à part des autres sciences. Après l'école, peu de gens remettront les pieds dans un laboratoire de chimie ou regarderont dans un microscope, et ne s'approcheront d'un trou noir qu'en regardant Star Trek. Par contre, nous avons tous un mental propre et nous vivons jour après jour en interagissant avec nos congénères. Par conséquent, la focalisation de la psychologie sur le mental et sur le comportement est familière à chacun. Dans un sens, nous sommes tous des psychologues amateurs. Toutefois, nous ne devons pas confondre familiarité et maîtrise. Même si nous avons des théories de prédilection quant aux motifs et aux actions des gens, cela ne signifie pas qu'elles sont correctes. La psychologie laisse de côté les intuitions et utilise les outils objectifs de la science pour découvrir comment fonctionne vraiment le mental et les réelles motivations du comportement humain. Que vous choisissiez de lire ce livre de la première à la dernière page ou seulement de le feuilleter, vous êtes sur le point d'appréhender quelques aspects de l'entité la plus complexe de l'univers, le mental humain. Ce que je viens de vous lire, c'est un extrait de l'intro du livre dont on va parler aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, sa particularité, c'est qu'il va tenter de présenter de manière très rapide tous les grands points à connaître pour avoir une base de la psychologie. C'est tellement bien écrit qu'on pourrait partir sur un atelier lecture où je vous lirai tout simplement le texte du livre page par page, mais je ne sais pas si en termes de droit d'auteur, ça serait honnête. Alors je vais sélectionner les points qui m'interpellent le plus et je vais vous les vulgariser comme on a l'habitude de faire. Comme ça, si ça pique vraiment votre curiosité, vous n'aurez plus qu'à vous procurer le bouquin. Alors, opération speedrun de la psychologie, trêve de bavardage, c'est parti. On commence avec la théorie numéro 4, le cognitivisme. Cette théorie, je l'affectionne beaucoup parce que, de ce que j'ai compris, le fait de s'intéresser à ce qui se passe dans la tête des gens, ça date pas d'hier. Au contraire, on pourrait dire que ça remonte à l'aube de la civilisation. Mais quand les gens ont commencé à le faire, ils se sont basés sur les outils qu'ils avaient, et même si c'était pas fameux, c'est quand même la phase embryonnaire de ce qui allait former la psychologie telle qu'on la connaît. Il y a des gens très brillants, comme Freud notamment, qui ont réussi à asseoir la psychologie dans l'enceinte des plus grandes universités de l'époque, mais les gens qui vont arriver après lui, ils vont se dire « Ok, ce que tu dis c'est cool, mais c'est pas assez rigoureux ». Les gens qui vont arriver encore après eux, ils vont se dire « Ok, ce que vous dites c'est cool, mais c'est toujours pas assez rigoureux ». Et ce cirque, il va durer jusqu'à l'avènement de l'approche cognitiviste. Et les mecs qui vont travailler sur cette approche, ils vont s'imposer une telle rigueur scientifique que ça va créer une véritable scission avec leurs prédécesseurs. D'un côté, on a les partisans de Freud et de ses théories dont on a tous un peu entendu parler, en bien ou en mal. T'as Jung qui parle des mandalas, et de l'autre, t'as des gros geeks qui parlent de data, de protocoles et d'études de cohorte. Les cognitivistes, le bouquin le dit très bien, ce qui les intéresse, c'est l'information et la manière qu'a le cerveau de stocker et traiter ces informations. Et quelques lignes plus loin, il cite une métaphore qui marche plutôt bien, qui dit que si le cerveau, on le compare à un hardware, ce qui intéresse les cognitivistes, c'est le software. On abordera ce sujet plus en profondeur dans la vidéo sur Beck, ça fait un petit moment que j'arrête pas de vous la promettre, j'espère que ça va pas devenir un running gag et qu'elle va vraiment finir par sortir. On enchaîne avec la théorie numéro 6 qui porte sur la psychologie positive. C'est une approche de la psychologie dont j'aime beaucoup le message. En effet, en 1998, Martin Seligman, un nom que vous avez déjà entendu sur cette chaîne, il tient un discours lors de la convention annuelle de l'APA où il disait qu'il trouvait ça dommage qu'on associe la psychologie uniquement aux maladies mentales, alors que la psychologie c'est beaucoup plus large que ça. La psychologie c'est une science qui peut être appliquée dans le monde du travail pour favoriser le bien-être des employés. Ça peut être appliqué dans un groupe d'amis pour améliorer la dynamique collective. Ça peut être appliqué au sein d'un foyer pour s'assurer de l'épanouissement des enfants et du conjoint. La psychologie positive, ça peut même être utilisé dans un contexte négatif, mais le fait d'aborder ce problème en dédramatisant tout l'affect qui a été construit quand c'est possible et en mettant l'accent de façon très optimiste sur les forces des individus et leur capacité à affronter ce problème, ça apporte des résultats juste incroyables. On enchaîne avec la théorie numéro 10 qui va parler des singes de Harlow. Alors, Henry Harlow, c'est un psychologue américain qui a réalisé une expérience autant intéressante que profondément immorale. Il a séparé des singes en bas âge de leur mère qu'il a remplacés par 2 poupées. La première poupée était en fil de fer avec un biberon accroché à elle, et la deuxième était en tissu, éponge mais sans biberon. Et il a observé que les bébés passaient beaucoup plus de temps avec la maman en tissu que la maman en fer. Et ils avaient beaucoup plus tendance à nouer un véritable lien affectif avec la poupée en tissu alors qu'elle ne leur offrait rien. Ce qui vient contredire les théories comportementalistes qui affirment que l'amour, c'est un sentiment qui inconsciemment est très pragmatique et qu'on s'attache aux personnes qui nous apportent quelque chose de concret. Cette théorie elle met en évidence le véritable besoin des mammifères à ressentir une chaleur, du réconfort et un contact affectif. Et cette théorie, moi, elle m'impacte beaucoup parce que j'ai moi-même souvent la mauvaise habitude d'intellectualiser mes relations et de croire que être une présence positive dans la vie de quelqu'un, ça passe par le fait de répondre à ses besoins primaires. Alors que pas du tout, je suis complètement con, mais bon, bref, on passe à la théorie suivante, sinon je vais me mettre à chialer. On enchaîne avec la théorie numéro 18 qui traite de l'épuisement de l'ego mené par Baumeister. Cette théorie elle démontre quelque chose de fascinant. En effet, selon elle, la volonté c'est pas une qualité qui est présente ou absente selon les personnes, au contraire, c'est une qualité que tout le monde possède, cependant elle sera plus ou moins développée selon les individus, comme un muscle par exemple. Et il démontre ça par une expérience toute simple et pourtant criante de vérité.
Il va mettre des personnes dans une pièce avec un gâteau et il va leur demander de résister à le manger autant que possible et de le manger une fois qu'ils en auront marre de se retenir. Puis il va demander aux mêmes personnes de résoudre un puzzle complexe et il observe que les personnes qui ont résisté et n'ont pas mangé le gâteau vont avoir tendance à plus rapidement abandonner le puzzle, alors que les personnes qui ont cédé au gâteau vont accorder plus de temps à la résolution du puzzle. Il conclut en rappelant que si la volonté fonctionne entre guillemets comme un muscle, alors la bonne nouvelle c'est que ça veut dire qu'on peut la développer petit à petit au quotidien jusqu'à devenir une personne avec une grande force de caractère très disciplinée. On enchaîne avec la théorie numéro 20 qui va traiter de l'effet du spectateur. Pour le coup, cette théorie, c'est vraiment quelque chose de connu qui a été maintes et maintes fois vulgarisé, mais je vais en repasser une couche pour ceux du fond qui n'écoutaient pas. L'effet du spectateur, c'est une théorie pensée par les psychologues Darley et Latané qui dit que les gens ont moins tendance à intervenir quand ils sont confrontés à une situation assez grave, quand dans cette situation, ils sont entourés de plein d'autres témoins, parce que tout le monde se dit que quelqu'un va faire quelque chose et au final, personne ne fait rien. Et ça mène à des situations qui peuvent être drôles, comme des gens qu'on a piégés en déclenchant un petit incendie dans une pièce et qui ne réagissaient pas car ils voyaient que toutes les autres personnes dans la pièce restaient sereines sans savoir que ces personnes étaient en fait des acteurs complices de l'expérience. Mais ça mène aussi à des scènes extrêmement choquantes comme des cas d'agression en pleine rue qui peuvent aller jusqu'au sang sans que personne n'intervienne. Mais attention à ne pas tirer de conclusions trop vite et dire que ça révèle la noirceur de la nature humaine parce que l'étude dit que quand la victime pointe du doigt quelqu'un dans la foule et dit en gros s'il te plaît toi, est-ce que toi spécifiquement tu peux m'aider, les gens ont beaucoup plus tendance à intervenir. Donc en conclusion, on peut dire que les humains sont pas mauvais de nature, ils sont juste complètement cons. On enchaîne avec la théorie numéro 23 qui traite de la prison de Zimbardo. Et là pareil, c'est une expérience qui est très connue, pour la plupart d'entre vous ce dont on va parler c'est pas un scoop, mais pour le coup c'est vraiment connu et pourtant moi il y a encore des points que j'ai du mal à saisir. La prison de Zimbardo ou l'expérience de la prison de Stanford est une expérience qui, si j'ai bien compris, cherchait à étudier le rapport des individus vis-à-vis de la notion d'autorité et de pouvoir. Le professeur Zimbardo a fait construire une fausse prison dans laquelle il a désigné parmi des élèves volontaires des prisonniers et des geôliers. Le but était de laisser l'expérience se dérouler pendant 2 semaines en laissant les volontaires le soin d'incarner leur rôle de la façon la plus fidèle possible, mais elle a été interrompue au bout de seulement 6 jours, notamment parce que la fiancée du prof passait par là et qu'elle a absolument pété un câble quand elle a vu le niveau de folie que l'expérience avait atteint. Les geôliers auraient infligé des sévices extrêmement graves aux prisonniers, certains auraient eu des comportements sadiques, voire inhumains, alors que les évaluations psychologiques passées au préalable montraient qu'ils étaient des individus normaux et sains d'esprit. Cette expérience a mis en évidence que des citoyens honnêtes, ou en tout cas qui paraissent honnêtes, peuvent dans un certain contexte commettre des atrocités innommables. Et elle vient questionner le comportement, notamment les tendances violentes des individus portant un uniforme, ces derniers étant visiblement conditionnés à penser que cette violence est légitime. On enchaîne avec la théorie numéro 25, la menace du stéréotype. Et vous allez voir que celle-ci, elle est vraiment touchante. En effet, elle donne l'exemple d'une fille qui prend son élan pour lancer une balle et qui, au moment de lancer, se rappelle du stéréotype que les filles ne savent pas faire de bons lancers de balles. Alors, elle va s'imposer le fait de tout mettre en œuvre pour ne pas tomber dans ce stéréotype, mais cette pression qu'elle s'impose va générer une anxiété qui va bien évidemment interférer dans la qualité de son lancer. Ce schéma très particulier a été étudié par Claude Steele et Joshua Aronson en 1995 et ils se sont rendus compte que les Noirs présentaient des résultats plus bas quand on leur présentait un test d'intelligence, mais qu'ils avaient des résultats plus élevés quand on leur présentait le même test et qu'on leur disait que c'était juste une étude sur la façon dont les gens résolvaient des problèmes. Dans la même lignée, les femmes joueraient moins bien aux échecs en ligne quand elles croient que leur adversaire est un homme, et les schizophrènes deviennent plus maladroits quand on leur fait croire que leur interlocuteur est au courant pour leur maladie. Le psychologue Geoff Cohen a testé un protocole qui pourrait justement venir atténuer le sentiment de menace du stéréotype. Dans une classe composée d'enfants noirs et blancs d'environ 12 ans, il a demandé aux élèves à plusieurs reprises dans l'année d'écrire un texte pendant 10 minutes sur un sujet qui leur faisait plaisir, sachant que cet exercice est connu pour atténuer le stress et la peur de l'échec. On enchaîne avec la théorie numéro 27, l'effet de Lake Wobegon. Cet effet, c'est le nom qu'on a donné à un phénomène assez marrant. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà observé, mais la plupart des gens pensent être de meilleurs conducteurs que la plupart des gens. Mais si la plupart des gens pensent mieux conduire que la plupart des gens, ça veut dire que dans la plupart des gens, il y a des gens qui se trompent. C'est un phénomène qu'on peut observer dans plein de situations différentes, notamment dans le milieu du trading de haut niveau. La plupart des traders pensent mieux trader que la plupart des traders, même quand leurs résultats sont juste médiocres. Et ce qui est intéressant dans ce phénomène, au-delà du fait que c'est drôle, c'est que cette espèce de vanité naturelle chez l'être humain, elle peut expliquer des phénomènes sociaux hyper précis. Comme par exemple le tabagisme. Pourquoi une personne fumerait en son âme et conscience alors qu'elle sait tous les dommages que ça peut infliger à son corps ? Parce que inconsciemment, elle se dirait que ça arrive aux autres, mais moi qui suis meilleur que la plupart des gens, qui a une meilleure santé que la plupart des gens, ça ne m'arrivera pas à moi.
Et si je vous parle de ça, c'est parce que le meilleur moyen de ne pas tomber dans les pièges de l'inconscient, c'est de savoir comment est-ce que notre inconscient fonctionne. Pour le coup, soyez vraiment meilleur que la plupart des gens et ouvrez un bouquin de psycho de temps en temps. On enchaîne avec la théorie numéro 32 qui parle de la règle des 10 000 heures d'Erickson. Anders Ericsson est un psychologue fasciné par la capacité des êtres humains à accomplir des prouesses hors du commun. Et il se pose la question de l'origine de ces capacités, se demandant si elles sont innées ou acquises. Pour répondre à cette question, il va étudier des athlètes de haut niveau, des musiciens renommés, des joueurs d'échecs internationaux, et il va conclure qu'en fait, n'importe qui peut atteindre un niveau hors du commun dans un domaine tant qu'il consacre à cette activité environ 10 000 heures de pratique et d'entraînement. Mais ces 10 000 heures ne doivent pas être exploitées n'importe comment. Pour Ericsson, une heure n'est comptabilisée que si on y met une véritable intention, une véritable recherche de progrès, un esprit d'autocritique et de la ténacité face à l'échec. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui veulent devenir boxeurs, chanteurs, entrepreneurs, acteurs, développeurs ou ingénieurs. Si vous vous investissez à hauteur de 10 heures par jour intensif, week-end, jours fériés, vacances inclus, vous atteindrez le compte au bout de 1000 jours. 1000 jours, c'est environ 2 ans et 3 mois. La réalité, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas tenir ce rythme, mais bon, on a déjà vu que vous étiez persuadé de ne pas être la plupart des gens, alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Défoncez tout, croyez en vos rêves, moi je crois en vous. On enchaîne avec la théorie numéro 39, la psychologie humaniste de Maslow. Pour le coup, je vais vraiment devoir faire un effort titanesque pour rester objectif, parce que cette théorie, elle me touche énormément. Abraham Maslow, un nom que vous avez peut-être déjà entendu, arrive à une époque où la psychanalyse et l'approche cognitivo-comportementale sont devenus deux géants qui se font la guerre. Et lui, il va prendre la parole pour dire que même si ces deux approches, elles ont leurs forces et leurs faiblesses, il y a un point sur lequel elles sont complètement à côté de la plaque. Là où les freudiens réduisent l'homme à une somme de pulsions de l'inconscient et les cognitivistes n'accordent de l'importance qu'aux informations scientifiquement mesurables, Maslow arrive avec une approche profondément empreinte d'humanisme. Et il dit qu'il ne faut pas oublier que l'homme est un être qui cherche à se réaliser et que par ce fait, ça lui donne un statut extrêmement particulier qu'il faut prendre en compte, qu'il faut chercher à comprendre pour pouvoir l'aider. Même l'approche cognitiviste qui se vante d'être profondément scientifique, elle ne se rend pas compte qu'elle est tellement bien ficelée qu'elle pourrait être appliquée à un singe par exemple. En effet, analyser les schémas comportementaux néfastes et venir les corriger, chez les animaux ça s'appelle le dressage, tout simplement. Et penser qu'on peut dresser les êtres humains, c'est vrai, mais c'est passer à côté de quelque chose de très important et c'est ça qui est criant de vérité dans le point de vue de Maslow. Et c'est presque triste la façon qu'il a de dire qu'il a été déçu de voir que ses idées n'ont pas trouvé plus grand écho parmi les hommes de science de son époque. C'est juste trop triste dit comme ça. C'est vrai, ce mec, il me fond le cœur, gros. Bilan. C'était quoi l'intérêt de cette vidéo? Le but, c'était de faire une vidéo un peu plus légère que d'habitude et de profiter du format pour satisfaire votre curiosité et vous montrer que derrière l'idée qu'on se fait quand on entend le mot psychologie, en fait, il y a tout un monde qui se cache. Il y a un monde plein de théories, un monde plein d'avis complètement différents, un monde plein d'histoires drôles, choquantes, un monde avec des personnages extrêmement touchants. Ces mêmes personnages dont on entend souvent le nom à l'école ou dans la vie de tous les jours sans se rendre compte qu'on les connaît même pas vraiment et que si on faisait l'effort de s'y intéresser un tout petit peu, on tomberait sur une histoire qui au final parle de nous, parle de notre vécu, parle de notre quotidien, qui parle de nos moments de joie, de nos moments de tristesse. La psychologie, ça parle de nos peines d'amour, ça parle de nos meilleurs amis, ça parle de nos plus beaux et de nos pires souvenirs. La psychologie, ça parle du gars qui nous regarde quand on se regarde dans le miroir, ce gars qu'on croit connaître et qui pourtant qui ne cesse de nous surprendre. C'est cette discipline-là que j'ai voulu vous faire explorer à travers cette vidéo. Et si je vous ai donné envie d'acheter un livre de psycho ou juste de cliquer sur un lien Wikipédia, alors ma mission, elle est accomplie. Et si c'est pas le cas, alors ce n'est que partie remise et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine fois, j'essaierai de faire encore mieux et quand j'aurai atteint ma 10 millième heure de pratique, peut-être que vous racontez des trucs comme ça sera devenu mon nouveau super talent.